En ce moment, je fais un calendrier d'Halloween sur Instagram, c'est-à-dire qu'on parle de cinéma d'horreur tous les jours pendant un mois. N'hésitez pas à y faire un tour si ça vous chauffe. Salut, dans cette vidéo, on va parler scandales, polémiques, qui chacune ont pour source un seul plan dans un film. Alors pour rappel, ça c'est un plan et ça en est un autre. Alors il n'y aura pas que des scandales hyper connus, mais à chaque fois ils permettent de se poser des questions assez différentes. Alors pour chacun, je vais montrer d'abord le plan en question en marquant en bas à gauche dans la vidéo si ça spoil ou pas. Ensuite, j'expliquerai donc la polémique et je donnerai mon avis. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire en étant bienveillant et constructif s'il vous plaît. Et comme avec l'épisode précédent, je trouve que ma conclusion est pertinente, donc je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Alors oui, comme dans le premier épisode, on commence avec un plan qui est plus marrant et anecdotique, quoique pas tant que ça, puisque ce plan a quasiment failli faire interdire le film, ou en tout cas le censurer fortement. Et là vous êtes en train de vous dire, mais il s'est trompé de plan en faisant le montage, il voulait nous parler de la scène de la douche, il a mis un autre plan au hasard. Eh bien non, c'est bien le plan sur les toilettes qui a posé problème. Je vais vous expliquer pourquoi. En 1960, donc date à l'année à laquelle est sortie Psychose, il y avait toujours un code de censure à respecter pour les réalisateurs, le Motion Picture Production Code. Et ça en gros, ça leur interdisait de montrer des choses jugées indécentes, et les toilettes en faisaient partie. Ce plan que vous venez de voir, c'est le premier gros plan sur des shots de l'histoire du cinéma. Le comité de censure qui visionnait chaque film avant leur sortie a demandé à Hitchcock de retirer cette calomnie. Surtout que c'était quand même la goutte de trop parce qu'il y avait aussi la scène de la douche. Et d'ailleurs, petite parenthèse, en ce qui concerne cette scène, on pourrait se dire qu'elle est bien plus choquante qu'un plan sur des toilettes. Eh bien oui, mais en fait, elle jouait avec la limite de la censure puisqu'on ne voyait jamais le couteau du tueur et le corps de Marion Crane dans le même plan. C'est juste le fait que ces deux plans s'alternent rapidement qui donne l'impression qu'elle se fait poignarder pour de vrai. Mais en soi, il était légal car techniquement, il respectait le code. Bon, sinon pour ces fameuses toilettes, Hitchcock a dû aussi filouter pour faire passer ça. Il a tout simplement dit au comité que ce plan était nécessaire pour comprendre tout le reste du film. Eh bien franchement oui, puisque le papier que Marion fait disparaître dans la chasse d'eau, eh bien c'est quelque chose de nécessaire pour comprendre le reste de l'histoire. C'est un élément majeur. Une fois en salle, ce plan fait aussi réagir les spectateurs, mais finalement l'histoire retiendra surtout la scène de la douche et la révélation finale, plutôt que ce plan sur ses chiottes. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que quelques années après, et notamment grâce à Psychose, le code s'est assoupli et a fini par disparaître, faisant le plus grand bonheur des amateurs de films d'horreur comme moi. Et en parlant d'horreur, je pense que vous vous y attendiez forcément à en voir en cliquant sur cette vidéo. Eh bien oui, on va parler d'un plan qui, selon moi, méritait bel et bien sa censure. Et ouais, je peux pas vraiment vous montrer ça sur YouTube et croyez-moi, vous avez pas envie de le voir. Même pour des amateurs de films gore, il y a des passages de ce film qui sont vraiment insoutenables. Et non, je n'exagère pas. Dans ce plan, on voit une femme démembrée et c'est extrêmement réaliste. Alors je sais que vous avez certainement envie de le voir non censuré, mais franchement, je vous y encourage pas. Et au pire, si vous voulez, il est sur l'affiche du film. Alors c'est pour de faux bien sûr, mais ce film a été confondu avec un snuff movie, c'est-à-dire un film montrant un vrai acte de torture. Et ça, c'est pas uniquement dû au fait que les effets pratiques sont extrêmement réalistes, mais aussi que ce plan finit en étant fixe. Le mouvement de caméra sert uniquement à montrer le corps, à mieux le voir en entier. Aussi parce que cette image semble être abîmée et amatrice. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, tout ça, c'est les codes du snuff movie. Guinea Pig, c'est une saga de films de torture que je n'ai pas vu personnellement parce que ça n'a aucun intérêt, c'est juste dégueulasse et il n'y a pas grand chose de plus. Alors ce deuxième opus a particulièrement fait parler de lui au Japon et ensuite dans le monde parce qu'un tueur en série du nom de Tsutomu Miyazaki, alors non pas le Miyazaki qu'on connaît, hein, rassurez-vous, aurait répliqué des actes de torture du film dans la vraie vie, donc en vrai. La rumeur s'est répandue après que la police japonaise ait saisi une VHS du film dans son logement. Bon, on a du mal à discerner le vrai du faux, on sait pas vraiment si c'est vraiment ça qui s'est passé. Et ce qui est ironique, c'est que le réalisateur du film s'est défendu en disant que s'il ne s'agissait pas de son film, mais du quatrième opus de la saga qui a été confondu donc avec le sien. Bon, je trouve ça quand même complètement débile parce que c'est clairement lui qui a lancé cette vague de suite. Hein. Même si je suis d'avis de dire que ce n'est pas à cause d'un film qu'un homme peut commettre de telles atrocités. Enfin je veux dire, c'est comme dire que les jeux vidéo rendent violents. Certes c'est un élément qui est aggravant, mais chez une personne qui est déjà dérangée. Et je trouve qu'il faut pas tout mélanger, il faut pas blâmer le créateur d'une œuvre pour ça, même si l'œuvre est malsaine en soi. Quelques années après la sortie du film, en 1990, il y a eu une autre polémique aux États-Unis cette fois-ci. Et c'est surtout celle-là qui a valu une sorte de statut de film culte à celui-ci. L'acteur Charlie Sheen, fils de Martin Sheen, l'acteur qui joue notamment dans Apocalypse Now, aurait eu une copie du film entre ses mains et l'aurait visionné et aurait été persuadé qu'il avait vu des vrais
meurtres, des vrais actes de torture. À tel point qu'il l'aurait signalé au FBI qui aurait carrément ouvert une enquête. L'enquête aurait abouti à rien puisque le réalisateur du film aurait pu montrer donc les effets spéciaux utilisés pour le film. Et oui, je parle au conditionnel parce que tout ça, à force que des cinéphiles parlent de cette anecdote, eh bien on commence à douter de sa véracité. On commence à croire que c'est une légende urbaine. Ce n'est pas le seul plan qui est insoutenable de la saga, mais celui-ci a beaucoup plus fait parler de lui par rapport aux autres. Et il résume assez bien l'esprit malsain de ces films. Ici, la seule volonté de réalisation est d'être au plus proche de l'horreur. On a littéralement le point de vue d'un psychopathe, on esthétise la violence. Ça n'a absolument aucun intérêt de voir ça, surtout qu'apparemment les films ne sont pas si intéressants que ça. Alors il y a plein d'autres films qui sont aussi atrocement gore, et qui ont même parfois ce genre de plan un peu voyeuriste, mais qui ne montrent pas que ça, qui racontent aussi quelque chose à côté. Et puis finalement, la saga Guinea Pig, dans ses derniers opus, a fini vers se tourner plus vers la comédie grotesque. Et ça par contre je trouve que c'est bien, parce que le grotesque et le gore, ça se marie parfaitement, et je trouve que c'est un moyen plus éthique de regarder des atrocités et du gore. Bon là je triche un peu parce que ce n'est pas un seul plan mais 6, mais ça représente quand même assez peu sur l'étendue d'un film de 2 heures. Et oui, comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est assez évocateur. Ce personnage du nom de Sunflower est une petite centaure et elle a été accusée de renvoyer à un stéréotype racial offensant qui fait référence indirectement à l'esclavagisme. Bon, je vais vous épargner toutes les versions différentes de ce film qu'il y a eu depuis 1940, la date de sa sortie, mais oui, Disney a retiré le personnage en mode ni vu ni connu et on ne souhaite pas s'exprimer là-dessus. Selon moi, le problème est évident et il aurait pu facilement être évité. Oui, le personnage est problématique déjà de par son visage, disons qu'elle a des traits qui grossissent certains stéréotypes, même si je trouve qu'on a vu pire, notamment dans le milieu de la BD. Là, regardez, sur l'arbre. 1000 sabords. Mais le vrai problème selon moi, c'est que c'est le seul personnage noir, qu'elle est plus petite pour aucune raison et qu'en plus, elle sert des centaures plus grandes, plus blanches, qui semblent lui accorder très peu d'importance. Il aurait fallu peut-être qu'une des grandes centaures soit elle aussi noire, ou tout simplement qu'il y ait plusieurs petits centaures qui aient l'apparence des plus grandes et qui aient juste l'air un peu plus jeunes. Là on se serait dit que c'est des servantes et non des esclaves. Bon après ça n'enlève rien à la qualité de ce film, surtout pour l'époque, même si il y a d'autres représentations quand même problématiques. Oui, les centaures sont extrêmement sexualisés et même dénudés, ce qui je trouve personnellement est problématique pour un film pour enfants. À la base je voulais parler de ce plan d'ailleurs, mais il n'y a pas grand chose de plus à en dire. C'est tout simplement l'un des premiers nus dans un film d'animation grand public, et apparemment ça n'aurait pas fait autant polémique que le personnage de Sunflower. Après vous allez me dire, c'est pas la première et la dernière fois où Disney a fait polémique, et ça mériterait même une vidéo à part entière. Et d'ailleurs, pourquoi pas. Avant de retourner vers de l'horreur, continuons avec un autre scandale sexuel, certainement l'un des plus connus de l'histoire du cinéma. Ce plan a valu au film une version censurée diffusée dans plusieurs pays, notamment aux US, et en réalité ce plan a en quelque sorte cristallisé une problématique plus large, autour du personnage de Catherine Tramell, interprétée par Sharon Stone. En effet, la caractérisation de ce personnage renverrait une image stéréotypée et fausse des personnes bisexuelles. Les associations et les journalistes qui ont dénoncé ça trouvaient que le film réduit une femme bisexuelle à une personne incapable de s'attacher sentimentalement parlant, insatiable sexuellement et sans émotion. Et au-delà de ça, que cette sexualité serait un état de confusion permanent entre hétérosexualité et homosexualité. Bon, en gros, que les personnes bis seraient des nymphomanes perturbés. Personnellement, je n'ai pas vu ça dans le film. Déjà, on est dans un thriller érotique, donc un film de genre, avec ses archétypes, et notamment celui de la femme fatale. Et selon moi, c'est là où tout se joue, car Catherine est une prédatrice, manipulatrice et potentiellement une tueuse. Elle joue avec la tension sexuelle pour avoir une forte emprise sur ses proies, que ce soit des femmes ou des hommes. You like playing games, don't you? Games are fun. En fait, moi je vois le personnage avant sa sexualité, et sa sexualité ne fait qu'élargir le nombre de victimes potentielles. Si on revient sur ce plan, je trouve que sa présence dans le film est nécessaire. Catherine utilise ton corps pour littéralement exciter ses futures proies, et ce plan vient comme une sorte d'image subliminale, qui interpelle à la fois les hommes face à elle et le spectateur. Alors par contre, les conditions dans lesquelles il aurait été fait, donc pendant le tournage, sont immorales. Selon Sharon Stone, le réalisateur Paul Verhoeven lui aurait demandé de quitter sa culotte pour pas qu'il y ait une tache blanche qui apparaisse quand elle va écarter les jambes.
jambes, qui est un peu bizarre déjà, mais il lui aurait aussi garanti que on ne verrait pas son entrejambe car il n'était pas dans la lumière. C'est deux choses qui sont parfaitement contradictoires. Hein. Mais en gros, tout ça pour dire qu'elle aurait été piégée. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est l'actrice qui n'assume pas ce qu'elle a fait, mais personnellement, ça m'étonnerait pas qu'un réalisateur soit capable de ça. And everybody wanted to do it. That's Sharon Stone. Bon, on va finir avec un cas plutôt classique, mais qui permet aussi d'aborder d'autres plans qui sont problématiques selon moi et qui pourtant n'ont pas fait polémique. Bon, c'est vrai que c'est plus la violence de ce film de manière générale qui a fait un peu scandale, plutôt que ce plan en particulier, même si certaines personnes l'ont relevé. Là, clairement, c'est le fait que la violence soit montrée frontalement dans un plan qui dure longtemps qui pose problème. On accuse un côté complaisant. Mais ça divise parce qu'on peut le voir autrement, et moi je le vois autrement. Ce plan marque la fin d'une scène assez difficile à regarder, dans lequel on voit aussi le mec pendu en gros plan, que ce soit sa tête ou ses pieds. Alors pour donner un peu de contexte, le film se passe pendant l'esclavagisme, dans une exploitation de coton. Ce plan, comme vous l'avez remarqué, il est large, et il appuie le fait que ses bourreaux le laissent là, après s'être disputé, en fait, il l'abandonne comme un objet. Les autres personnes qui sont aussi des esclaves dans l'arrière-plan ne l'aident pas, ils le laissent comme ça en plein milieu, car il risquerait gros. Le réalisateur a donc la décence de rester en plan large, donc pas trop près de l'horreur, et c'est là où toute la nuance se joue. On ne rentre pas dans un regard complaisant, parce qu'il n'y a pas de mouvement de caméra. Ça aurait été le cas si par exemple il y avait eu un zoom ou si le plan était beaucoup plus serré. Le fait que le plan dure longtemps appuie la souffrance du personnage. On vit ça avec lui en temps réel, et comme les autres personnages en arrière-plan, on ne peut pas l'aider. Finalement, le plan se coupe lorsqu'une femme prend le risque de lui donner à boire. De plus, ce plan nous force à regarder une réalité en face. On ne peut pas détourner le regard. C'est une partie de l'histoire qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne doit pas oublier, et parfois le choc permet de faire son devoir de mémoire. Sinon, ce qui concerne cette question de limite entre dénonciation et esthétisation, il y a plein d'autres films qui pour moi se foirent totalement et qui pourtant n'ont pas vraiment fait scandale. Et pour vous, j'ai deux exemples en tête. Le panoramique qui montre la chute n'est vraiment pas nécessaire. Je veux dire, c'est déjà assez choquant et surprenant de défenestrer une personne handicapée. Même si le film reste excellent, ça n'enlève en rien donc ces choix de réalisation, je trouve, qui sont discutables. Surtout quand on sait qui est derrière la caméra. Sinon, récemment, j'ai vu le film Police de Mai Wen. C'est un autre exemple qui peut vous permettre d'aiguiser un petit peu votre regard. Je vais ouvrir la fenêtre, j'ai chaud. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça sous-entend que le travail de terrain, c'est de la merde, quoi. Non, mais pas du tout, le travail de terrain, c'est de la merde. Ce montage parallèle qui nous fait comprendre symboliquement le sacrifice que font ces hommes et ces femmes de la BPM pour les enfants est certes bien pensé, mais bordel, filmer un suicide en slow motion et ensuite nous montrer le corps écrasé au sol pour qu'on comprenne bien qu'elle est bien morte, je trouve que c'est presque ridicule tellement c'est peu subtil. Et justement par rapport à l'exemple précédent, je pense que c'est juste extrêmement maladroit et non pas un détraqué derrière la caméra. Pour conclure, eh bien, j'ai envie de dire un peu la même chose que la dernière fois. Ce qui crée des scandales, c'est autant ce qui est montré, ce que l'on voit, que comment c'est filmé. Avec des sujets importants ou sensibles, le réalisateur ou la réalisatrice ont une responsabilité éthique. Alors bien sûr, il y a parfois l'époque qui rentre en jeu, mais ça n'excuse pas tout. Cette fois-ci, on a eu des cas un peu différents, et pas mal de plans qui renvoient en réalité à une polémique plus large. Et ça témoigne toujours autant de la puissance du cinéma. Une image, un son et des litres d'encre versés pour une polémique. J'espère sincèrement que ce second épisode vous a plu. Je pense qu'on a atteint un petit peu les limites de ce format, parce qu'un plan c'est quand même assez restreint, mais on pourrait élargir ou modifier un peu en s'étalant sur une scène ou pourquoi pas carrément un film. N'hésitez pas à me faire des propositions si vous en avez envie. Et sinon, pour me soutenir, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, vous savez comment faire. Liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis depuis quelques mois, il y a maintenant le boost. Il faut aller en bas de la vidéo et swiper vers la droite et vous allez avoir apparaître boosté. Donc apparemment, ça mettrait plus la vidéo en avant. N'hésitez pas à le faire si vous avez envie de me soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ça pour moi, c'est inacceptable! Je suis outré, Isabelle!